Et donc on a le plaisir de vous recevoir pour cette audition, Monsieur Jean-Paul Doron, premier vice-président de la Fédération de la pêche au niveau national, et Monsieur Hamid Moussa, directeur général donc, de la Fédération aussi nationale de la pêche en France. Donc merci à vous d'avoir pris un peu de votre temps pour qu'on puisse vous auditionner sur cette mission concernant la gestion durable de l'eau, une question importante de l'eau, puisque depuis quelques années déjà, et notamment 2022, une grande sécheresse, une année 2023 qui démarre mal également. Et donc cette audition, je vous le rappelle, fait l'objet d'un compte-rendu public qui sera publié sur le site du Sénat. Et ça permettra d'éclairer les membres de la mission d'information sur l'eau qui a été lancée par le Sénat début février à la demande du groupe socialiste. Et nous avons comme rapporteur mon ami Hervé Gillet, sénateur de Gironde, comme rapporteur. Et donc cette mission que je préside comprend des sénateurs représentant tous les groupes politiques. C'est une mission transpartisane, comme on le fait régulièrement au Sénat. Et donc, il s'agit de vous entendre pour nous donner votre avis sur la politique de l'eau au niveau national. Et nous avons pour objectif de déposer notre rapport début juillet, on espère, après avoir fait beaucoup d'auditions, des visites sur le terrain également. Et on attend bien sûr de votre part un éclairage sur les évolutions des écosystèmes aquatiques. D'autre part, les pistes de réflexion tendant notamment à restaurer la biodiversité et également vos analyses sur les objectifs de la politique de l'eau. Est-ce qu'ils sont adaptés? Les instruments juridiques, est-ce que les lois sur l'eau existantes doivent être revues? On a celles de 64, de 92, de 2006. Bon, elles sont là. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra les faire évoluer? Et puis, quels sont les changements apportés pour mieux gérer l'eau sur notre territoire? Donc voilà, en gros, les questions qui vont vous être posées par notre rapporteur, Hervé Gillet, à qui je laisse la parole. Bien, merci Monsieur le Président, merci cher Rémi. Je salue également mes collègues qui sont présents pour cette audition. Le Président l'a rappelé, on est dans un contexte en plus particulier, conjoncturel, avec une sécheresse hivernale qui est particulièrement importante, donc qui fait résonner le sujet, parce que malheureusement, si nous n'avons pas de pluviométrie importante dans les mois qui viennent, tous les usages vont souffrir dans les mois à venir. Et on a déjà connu des premiers arrêtés de sécheresse au mois de janvier, février, ce qui est quand même incroyable au niveau de cette situation. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On vous a transmis bien sûr les questions, mais vous lancez pour que vous puissiez nous apporter des précisions sur d'abord l'organisme bien sûr que vous représentez, qui est reconnu donc d'utilité publique, et sur les différentes missions que vous pouvez exercer sur la surveillance, la protection des milieux, la connaissance du patrimoine, qui est un sujet important. L'éducation, la sensibilisation aussi à l'environnement, et puis les évolutions des écosystèmes aquatiques. Vous êtes des observateurs particulièrement attentifs, bien sûr, des milieux. Quelles sont les observations majeures que vous pouvez nous faire effectivement remonter, vos inquiétudes, comment le changement climatique affecte ces écosystèmes. Là également, vous êtes aussi en ligne directe, pourrait-on dire, de ces évolutions, et la conséquence, donc, notamment au niveau des débits et puis du réchauffement des cours d'eau, qui est aussi un sujet particulièrement important. Et moi qui suis un pêcheur de la pêche à la truite, on s'aperçoit que la truite sauvage, si malheureusement la température est trop élevée, il n'y a pas de reproduction. C'est bien clair. Donc c'est voilà, simplement un petit exemple comme ça, au passage. La Fario. Comment les activités humaines affectent-elles les écosystèmes aquatiques? Quels sont les effets des pollutions aquatiques aujourd'hui, qui est un sujet qui monte bien évidemment en puissance, à partir du moment où le spectre qu'on observe est de plus en plus important, mais le sujet des micropolluants plastiques devient de plus en plus prégnant. Je vais m'arrêter là, je relancerai après sur les questions si vous voulez bien. Donc
monsieur le directeur général, monsieur le premier vice-président. Et j'ai cru comprendre que vous exercez des responsabilités polyvalentes sur le domaine de l'eau, ce qui fera que votre parole n'en prendra plus que de profondeur. Je vous en prie. Allez, je commence. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs. Merci pour la pertinence du sujet. Vous savez que demain, le ministre, monsieur Béchu, fera des annonces importantes après un processus de concertation assez large, auquel on a bien entendu contribué via le Comité national de l'eau. Vous avez également rappelé avec justesse l'actualité qui est la nôtre depuis environ un an de sécheresse permanente, continue, avec des effets connus. On y reviendra dans un instant. Bref, vous dire combien nous sommes ravis que le Sénat, ce n'est pas la première fois, bien entendu, que le Sénat travaille sur un sujet qui, à notre sens, mobilise trop souvent de manière ponctuelle, vraisemblablement, le décideur public dans son acception la plus générale qui soit. Nous avons le bonheur à la Fédération nationale d'être nés en tant que structure en 2006 avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Vous voyez, on a une naissance somme toute assez singulière. C'est la volonté conjuguée du Parlement, du gouvernement, du ministre de l'écologie de l'époque et surtout des pêcheurs de créer une grande organisation nationale qui, au niveau parisien, allait coordonner toutes les fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique avec une adhésion obligatoire de chacune d'entre elles. 94 fédérations départementales, dont deux ultramarines, une à La Réunion et une à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un petit peu moins de 4000 associations locales, quarantaine de milliers de bénévoles, 1 500 000 adhérents, ce qui fait de nous l'un des mouvements associatifs les plus vastes et les plus denses. Nous sommes le deuxième réseau associatif français après le football. Une expertise, je pense, plutôt bien sereine sur ces questions de pêche et de poisson. Ce sont d'ailleurs les deux missions que le législateur, nous a confiées par la loi sur l'eau. Une économie globalement estimée au gré d'une étude réalisée avec un cabinet qui s'appelle BIP, une étude donc de 2012, qui a évalué notre impact global à 2 500 000 €. Un impact pour les territoires plutôt fort, plutôt marqué, et un impact qui n'est pas délocalisable. Je tiens à le préciser. Voilà ce qu'on peut dire de manière générale sur la Fédération nationale de la pêche. Ensuite, pour répondre à vos questions, très précisément à vos 3 questions sur les missions de la pêche en matière, disons, de protection des écosystèmes, de connaissances, etc., je vous dirais qu'on agit de 2 manières. On agit au travers d'un levier important qui s'appelle le levier financier et au travers d'un certain nombre de leviers techniques. Sur le premier point, sur le levier financier, nous avons monté un réseau associatif tout à fait singulier. Le pêcheur adhère à une association et il paye une cotisation. En adhérant à cette association, il paye également une cotisation à sa fédération départementale de pêche. Et en adhérant toujours à cette association, il repaye une 3e fois une cotisation, de manière tout à fait indirecte, pour alimenter la Fédération nationale de la pêche. Cela veut dire que le pêcheur s'acquitte de 3 séries de cotisations qui viennent alimenter le fonctionnement du réseau associatif. Ça, c'est pour l'argent associatif. Surtout, le pêcheur, un peu avant tout le monde, nous sommes d'ailleurs la seule activité de loisirs nautiques à avoir monté ce système que nous avons nous-mêmes proposé au moment de la loi sur l'eau, puisque le pêcheur paye également une redevance aux agences de l'eau qui s'appelle la redevance pour les milieux aquatiques, dont le montant était estimé à grosso modo 8 millions d'euros. C'est cette cotisation que j'évoquais, Président, qui nous permet au niveau national de mettre en place un fonds de péréquation et de soutien de nos fédérations départementales, bref, de tout le réseau infranational. Grâce à ce fonds, nous avons, depuis 2006, créé ou consolidé 300 emplois de haute technicité, donc des techniciens de l'environnement, des ingénieurs,
des emplois très qualifiés dans le domaine de l'écologie aquatique ou bien dans le domaine de ce que l'on appelle la surveillance et l'éducation à l'environnement. Ce sont les fameux agents de développement que vous devez certainement connaître, puisqu'on est quelques structures à employer cette terminologie. Vous financez à 100% ou cofinancez? C'est du cofinancement, bien entendu. Nous mettons à leur disposition une grosse enveloppe, j'allais dire. Ça représente, je vais vous donner quelques chiffres juste après, ça représente une part importante, mais ce n'est pas, bien entendu, un financement intégral. Les fédérations départementales disposent également de leurs ressources propres qui leur permettent de financer ces postes. Grâce à cette cotisation, nationale, nous dégageons ainsi entre 22 et 23 millions d'euros, suivant bien entendu le nombre de pêcheurs. Et la très grande majorité de ces 23 millions d'euros, grosso modo 18-19 millions suivant les années, sont justement affectés à ces missions d'intérêt général de soutien des emplois en fédération départementale, mais également, à hauteur d'environ 5 millions d'euros, affectés à des travaux de restauration de la continuité écologique, des travaux de connaissance, des travaux de renaturation et des travaux de connaissance de toute la biodiversité. Donc vous voyez, on met à peu près 20 millions d'euros que l'on redistribue très très directement aux fédérations départementales pour exercer les différentes missions qui sont les nôtres. Au gré d'une convention avec le ministre de l'Éducation nationale, que nous signons depuis des années, nous intervenons activement en matière d'éducation, auprès des scolaires, bien entendu, mais pas que. Nous intervenons également en termes de sensibilisation auprès des non-scolaires. Et nous faisons ainsi passer une petite centaine de milliers de personnes dans le cadre de ce qu'on appelle des ateliers pêche-nature. Pour ceux qui connaissent notre monde, on appelait ça, il y a quelques années, des écoles de pêche. Mais la dénomination école de pêche, posait quelques petites difficultés. C'est une notion que l'on réserve à l'éducation nationale. Voilà pour le financement direct. Pour les actions indirectes, vous savez certainement que nous siégeons dans tout un tas d'instances qui participent de l'écologie, Comité national de l'eau, Comité national de la transition écologique, Comité national de la biodiversité, et bien entendu, nous sommes au conseil d'administration de l'OFB, d'ailleurs vos deux serviteurs en l'occurrence. C'est à cette occasion que, bien entendu, on milite pour que la loi sur l'eau de 2006, dans son esprit et dans son contenu, soit toujours respectée, en faisant remonter notre expertise, notre savoir-faire, pour alimenter les différents débats, pour alimenter les différentes propositions de décrets ou de textes réglementaires. Nous organisons également une fois par an des grandes journées techniques au cours desquelles on réunit entre 200 et 250 ingénieurs pour partager sur toutes les thématiques qui peuvent être les leurs au quotidien en matière de connaissances, en matière de restauration de continuité, comme je le disais tout à l'heure. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de travaux en lien avec les écosystèmes aquatiques. Enfin, je mettrai en perspective un dernier point qui est du ressort plutôt communication. Depuis 3 ans maintenant, nous lançons à date fixe une grande stratégie de communication pour sensibiliser sur la rivière. Le thème 1, c'était il y a 2 ans, c'était sur la question de la gestion quantitative. Thème on ne peut plus d'actualité aujourd'hui encore. L'année dernière, c'était sur les poissons migrateurs, avec tout un tas de retombées, notamment médiatiques. Nous avons également réalisé un très beau film de sensibilisation à cette espèce, à ces espèces, qui sont vraiment en très grande difficulté. Et cette année, nous pensons angler cette grande campagne de communication nationale sur la notion de connaissance des écosystèmes, de connaissance de la rivière, pour mieux sensibiliser notamment les décideurs publics. Voilà, je pense, pour le propos introductif, pour la présentation de la maison. Si naturellement il y avait des questions ensuite, tout à fait prêt à y répondre. Mais voilà, je crois que je réponds et à la présentation de la maison et d'autre part aux différentes actions que l'on mène de manière directe ou indirecte sur les 3 leviers que vous aviez énoncés, Président. Monsieur le rapporteur, pardon. Sur les questions suivantes que j'avais pu évoquer, donc votre regard sur l'évolution des écosystèmes, votre regard aussi sur l'impact du changement climatique, et bien sûr sur la pression des usages, sur la pression des activités, les activités humaines et sur les pollutions. Je vous en prie, Monsieur le Président. Oui.
Écoutez, merci tout d'abord. Je vais juste rajouter un élément qui me paraît être essentiel par rapport à ce qu'est l'action associative, le bénévolat et le rôle de la Fédération nationale sur l'effet, effectivement, levier, lié au financement direct, et notamment de solidarité, de mutualisation des moyens, et puis des missions et des actions. J'en veux pour preuve, puisqu'on a des territoires quand même assez inégaux dans leurs composantes et aussi dans leur, population, ce qui fait qu'évidemment les moyens directs de notre réseau peuvent être très différents d'un département à l'autre, et c'est aussi un des points centraux de la réforme de 2006 qui a porté création de la Fédération nationale avec ses principes fondamentaux, essentiels. Alors moi je voudrais effectivement, puisque par rapport à cette question, vous avez dit qu'on a pu observer ces dernières années. Moi, je voudrais resituer ça, mais j'y reviendrai dans un second temps, à une échelle de temps, je dirais de 30 ans en arrière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait plus de 30 ans qu'en tant qu'élu bénévole de mon département, j'officie à la destinée de ce département sur la protection de l'eau et des milieux aquatiques et des poissons migrateurs, mais aussi sur le fait que, quand je suis arrivé en fonction, j'ai eu à souffrir les affres, je peux dire les affres, des derniers travaux d'hydraulique agricole connexes au remembrement, avec encore je pourrais vous sortir des photos, mais ça n'a aucun intérêt, mais si ce n'est que de montrer quand même que, ça a été une longue évolution un peu sournoise et qui s'est prolongée et qui continue à se prolonger, puisque je crois qu'aujourd'hui, la question, et on y viendra peut-être tout à l'heure dans les propositions en ce qui nous concerne, l'usage et l'aménagement des territoires, elle est essentielle au cœur du sujet, indépendamment, bien évidemment, de l'aspect conjoncturel de la sécheresse qui devient structurel et de l'impact du dérèglement climatique. Mais je voulais intervenir là-dessus parce que c'est vraiment un point central. C'est-à-dire qu'en fait, on hérite malheureusement d'une situation qui a été engagée, et puis au fur et à mesure, ça s'est dégradé, à tel point, c'est que j'ai vu derrière aussi disparaître des cours d'eau, on continue de voir disparaître des zones humides. Or, les outils de planification sur l'eau étant depuis plus de 20 ans dans les instances de bassin et au comité de bassin de Loire-Bretagne, vous comprenez que ces éléments nous interpellent. Alors, ça fait partie peut-être pour nous du sujet, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer. Oui. Mais nous travaillons pour voir comment on peut conforter l'inscription de la ressource de l'eau dans les documents d'urbanisme, que ce soit au niveau des SCOT ou des PLUI, des PLU, de telle manière à mieux gérer ce qu'on appelle le stock, le fil de l'eau, partant du principe que si on accueille des populations, il faut aussi créer les conditions pour que la ressource soit à la fois là, préservée. Et donc, en tout cas, c'est une orientation sur laquelle nous travaillons. Voilà, je voulais vous le donner. Mais écoutez, merci de ces précisions. Sachez que, professionnellement, je travaille dans une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, donc je connais les deux facettes du sujet, notamment sur les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et quand je parle d'aménagement du territoire, c'est l'usage du sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est comment maintenir l'eau au plus près de là où elle est. Mais on est d'accord. Parce que la gestion du fil de l'eau et la gestion du pluvial, aujourd'hui, plutôt que tout mettre dans un réseau séparatif, peut-être qu'il y a des solutions plus intelligentes pour partie, oui. En différenciant au niveau des territoires. On est bien d'accord. Donc, en fait, c'est bien, quand je reviens, je refais le focus un petit peu en arrière pour me projeter dans le moment présent, on a effectivement vu une lente décrue, sans mauvais jeu de mots de ma part, de la dégradation physique et tout ce que sont les écosystèmes aquatiques, notamment sur l'hydromorphologie. L'hydromorphologie était vraiment un élément essentiel dans la gestion de la ressource, dans la gestion, effectivement, mais que ce soit sur l'aspect qualitatif que quantitatif, parce qu'on parle de sécheresse, mais on peut parler aussi d'inondation. Les deux vont de pair, de toute façon, aux mêmes raisons, les mêmes désordres, et pas forcément les mêmes conséquences. Donc toujours est-il qu'effectivement, cette dégradation lente, sournoise, ça a continué à s'opérer dans les territoires et continue de s'opérer. Je vais vous citer un exemple. Récemment encore, le préfet de mon département a annoncé la déclaration d'utilité publique d'une mise à deux voies d'une infrastructure linéaire de transport, que je ne citerai pas, bien évidemment, mais avec une destruction de 40 hectares de zones humides. Ça interpelle en pleine période de sécheresse et en pleine période où il faut maintenir les infrastructures naturelles, les préserver, et on n'arrête pas de dire qu'il faut préserver les zones humides. La question qu'on peut se poser derrière, c'est d'abord le respect de la séquence
éviter, réduire, compenser, et ne pas tomber directement dans la compensation. Et quand en plus on va chercher des compensations sur un autre bassin versant, je rappelle que la gestion de l'eau, elle obéit à une logique implacable, géologique, géographique, qui est le dossier de bassin versant. Juste sur cette question qui est intéressante des compensations. Là, vous posez la question de l'intérêt d'une compensation qui est située sur un autre bassin versant par rapport au bassin qui est réellement impacté. Donc, c'est vrai que le sujet peut être mis sur la table. Il y a aussi aujourd'hui un sujet qui monte un peu en puissance sur la qualité des compensations, comment véritablement les évaluer, sachant que ces dernières ne sont pas toujours évaluées aussi dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on met sur la table n'est pas forcément ce qu'on retrouve sur le terrain, notamment dans ces évolutions. Est-ce que c'est des sujets que vous partagez ou pas ? Alors, je partage totalement, parce que là, effectivement, j'ai eu l'occasion là aussi d'être en procédure de contentieux sur un certain nombre de dossiers de par nos fonctions, nos missions. Force est de constater que la vraie question de fond qui se pose, c'est déjà, avant de tomber dans la compensation, c'est quelles sont les véritables mesures, j'avais par rapport à un projet donné, on a mis en place, on a identifié pour favoriser l'évitement. Et après, réduire, et en ultime lieu, la compensation. Alors la compensation, vous l'avez dit, elle se pose à travers le spectre de la pertinence de la compensation ou des compensations qui sont proposées, de leur localisation, et puis bien évidemment la question de suivi et d'évaluation. Sauf qu'en général, et on le voit sur d'autres dossiers, on aura l'occasion d'y revenir parce que j'ai vu qu'on avait, comme dans les questions, on avait les questions sur la production d'énergie à partir de l'eau. Et là, on aura j'aurai largement de quoi alimenter, sans mauvais jeu de mots de ma part, le débat. Mais en tous les cas, effectivement, cette notion, elle est essentielle, enfin, ce qui nous concerne. Maintenant, pour ce qui est de la phase dans laquelle que nous traversons actuellement pour revenir, je dirais, plutôt dans le temps présent, aujourd'hui, le dérèglement climatique, ce n'est pas un changement climatique, c'est véritablement un dérèglement, on l'observe depuis 5 ans, avec comme le problème d'un effet cumulatif. Cumulatif sur l'hydrologie, cumulatif sur les élévations des températures, et malheureusement, puisque nous le constatons, et nos collègues le font sur le terrain, puisqu'on a mis en place, je dirais, un réseau de suivi suivant les départements de la température de l'eau, au-delà des niveaux d'eau, on a une élévation des températures qui peut aller jusqu'à 1,5 degré. C'est-à-dire que la température de l'eau a augmenté plus vite que la température extérieure. Ça aussi, c'est un élément, un considérant qu'il faut bien intégrer, dans le sens où ça a un impact direct sur les usages, sur la biodiversité, bien évidemment sur notre loisir, parce qu'on va se retrouver avec des populations qui vont soit disparaître complètement, soit se trouver effectivement concentrées dans des hydrorégions bien particulières, bien encore protégées en matière de climatologie et d'hydrologie. Mais ça veut dire que ça s'est accéléré depuis ces 5 dernières années. Et les 18 mois de sécheresse qu'on vient de traverser, consécutives, indépendamment du peu d'eau qu'il y a eu entre le mois d'octobre de 2022 et de février 2023, n'a fait qu'accélérer les choses. Donc ça, c'est ce que l'on constate. C'est-à-dire que moi, je vous apporte mon témoignage en tant que quelqu'un qui est sur le terrain et qui, effectivement, au quotidien, voit les choses. J'aurais pu prendre des photos et vous faire voir ce que j'ai encore pu constater sur l'autoroute tout à l'heure, en prenant mon train. Moi, je suis quand même assez atterré, je dois le dire, atterré qu'on puisse continuer, je dirais, sans se poser les vraies questions de l'impact de l'usage du sol, de l'aménagement, et ça vaut pour tous les compartiments économiques. Hein, c'est pas, je ne cible pas une activité en particulier, même si, quand j'évoquais les travaux hydrauliques agricoles connexes sur un moment, nous, l'enjeu aujourd'hui, dans les territoires, c'est de faire qu'on maintienne le réseau hydrographique, et notamment les têtes de bassin versants, parce qu'elles sont essentielles à la gestion de la ressource sur les aspects qualitatifs et quantitatifs. C'est-à-dire que ce chevelu, nous on a l'habitude de l'appeler le chevelu, alors vous avez compris que j'étais mal placé pour en parler, parce qu'il reste derrière mon catogan, mais ça c'était pour la note d'humour. Non, c'est malheureusement un signe autre qui est lié à mon âge qui avance, comme tout à chacun, et qui fait que peut-être que les soucis se sont accumulés aussi, et les préoccupations environnementales avec. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse, une petite digression de ma part. Non, enfin, toujours est-il que je pense qu'il faut vraiment intégrer ça. Je pense que la question aujourd'hui, elle est essentielle. C'est comment on arrête, je dirais, de déménager les territoires, de protéger les têtes de bassin versant et de collectivement, je dirais, engager les actions que ça emporte, les contraintes,
Alors c'est vrai que ça nécessite aussi une vraie réflexion, et là c'est un acteur du comité de bassin qui parle, la nécessité qu'il va falloir vraiment, véritablement qu'il y ait une solidarité amont-aval. C'est-à-dire que la capacité des territoires en tête de bassin versant à se développer, quel que soit l'usage économique, ne va pas être le même, malheureusement, et très contraint, plus contraint que dans les parties aval, parce qu'il y a plus de ressources en eau, etc. Donc il y a une capacité à se développer. Voilà, mais je me permets de sortir un petit peu du questionnaire juste pour vérifier, puisque au travers de vos différentes responsabilités, mais qui touchent directement votre responsabilité au niveau de la Fédération nationale de pêche. Du coup, sur l'organisation et la gouvernance territoriale, nous sommes plutôt sur des logiques de confortation d'une gouvernance à l'échelle du bassin, bien sûr, mais dans une logique ensuite de subsidiarité qui s'appuie sur des EPTB, des épages, avec un fonctionnement aujourd'hui au niveau des sages et des clés qui semble globalement satisfaisant, mais qui mériterait peut-être quelques améliorations, sur lesquelles vous pouvez peut-être avoir des remarques effectivement à faire dans ce cadre-là. Ce qui correspond, ce qui respecterait cette vision du chevelu et de la solidarité aussi amont-aval, qui est absolument essentielle aujourd'hui. Donc peut-être que voilà, vous avez un niveau d'analyse et peut-être des propositions sur le sujet. Le propos général d'abord, si vous voulez bien, sur la gouvernance telle qu'elle est structurée aujourd'hui, à savoir, disons, une approche par bassin, autour de comités de bassin d'un côté, les agences de l'autre, et ensuite une gouvernance très très ouverte. Des comités de bassin particulièrement ouverts, 150, 200 personnes pour des réunions sur l'eau. Bon, voilà, on estime que c'est quand même une gouvernance particulièrement ouverte. Elle n'est pas exclusive, d'ailleurs. On a fait un très grand boulot au Comité national de l'eau pour savoir si tout le monde était à peu près bien représenté. Il est apparu que... oui. Oui. Duquel était ressorti que globalement c'était plutôt bien représentatif, même si sur un certain... il y avait peut-être quelques problèmes d'équilibre, mais bon, là je vous laisse regarder dans le rapport. Oui. Oh, ben, vous savez, c'est un très très vieux dossier. C'est un très très vieux dossier. Après, on a vu aussi émerger au gré de ces débats tout un tas d'organisations qui n'avaient de représentatifs que pas grand-chose. Je pourrais vous donner quelques exemples s'il y avait besoin, mais pas dans le compte-rendu. Parce que, voilà, il faut aussi accepter cette idée que quand on vient à la politique de l'eau, voilà, il y a beaucoup de concertation, il y a beaucoup de discussions, et on n'a pas raison contre tout le monde. Mais on aura l'occasion de parler de continuité écologique tout à l'heure. Globalement, vous validez ce système de gouvernance. L'organisation nous plaît plutôt bien. Très objectivement, si vous mettez l'État dans la gouvernance de la politique de l'eau, nous, notre attente, c'est que l'État soit véritablement plus présent sur cette question-là. Parce que ça revient d'ailleurs à vous répondre sur la question numéro 9, je crois, sur nos propositions. Nous pensons véritablement que l'enjeu est crucial. L'enjeu de la politique de l'eau est crucial. Il est à ce point crucial que, pour paraphraser les propos, je crois, d'un ancien président de comité de bassin, d'un actuel président de comité de bassin, mais qui à une époque a été rapporteur de la loi sur l'eau, ça mériterait presque un ministère dédié à cette politique de l'eau. Voilà, ça nous sommes intimement convaincus, après avoir vécu tout un tas d'organisations qui ont bougé suivant les couleurs politiques du gouvernement, on commence à se convaincre que cette question est à ce point cruciale qu'elle doit revenir centrale, et la seule manière d'en faire une politique sectorielle centrale, c'est d'en faire un ministère dédié. Ça, c'est pour la proposition. J'en profite, si vous voulez bien, monsieur le rapporteur, monsieur le président, on a parlé des grands changements. L'un de nos meilleurs thermomètres, c'est la quantité d'eau dans les rivières. Celui-là, on peut vous l'assurer. Et pour nous, il n'y a pas de débat. Juste, quand vous dites on peut vous l'assurer, on voit qu'il faut pour nous conforter encore le niveau de mesure, de qualité, d'évaluation des ressources à l'échelle du comité de bassin sur un certain nombre de sujets. On voit qu'au niveau des nappes et des nappes profondes, on ne connaît pas encore tout le réservoir et le stockage. Est-ce qu'au niveau des débits, quantités, etc., là, vous avez toutes les mesures ?
Alors, je dirais Est-ce pas qu'il qu'on faudra a toutes améliorer les le mesures, système ou mais pas? je dirais que cette question ne souffre pas, à ma connaissance, de discussion. Sur les débits, tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont baissé et que la trajectoire est à moins 10 jusqu'à moins 40, étant précisé que ces chiffres sont en cours de révision. Ça, je pense que vous avez eu pas mal d'éléments sur ce point-là. Ça veut dire que, sur ce point très précis, Président, on a une proposition à vous faire. Est-ce qu'il faut une loi sur l'eau? On y reviendra peut-être tout à l'heure. On pense à ce stade que la question mérite d'être posée, en tout cas. Je dirais même que pour nous, il faudra vraisemblablement une nouvelle loi sur l'eau. Et l'un des points clés à discuter, c'est ce fameux débit réservé qui est aujourd'hui fixé au 1/10 du module, avec tout un tas d'exceptions. Voilà. Je fais bien entendu le lien entre ce débit réservé pour la nature, pour les écosystèmes, pour la nature qui est une éponge. Non, c'est pas le débit objectif des Non. tâches, c'est pas la même chose. Celui-là, c'est un débit légal qui est fixé dans le 431... pardon, excusez-moi, ça c'est l'ancienne appellation. 431.5, c'est 214.17 du Code de l'environnement. C'est le débit que doit laisser tout usager de l'eau dans la rivière. Ça veut dire qu'il peut prendre tout ou partie de la rivière, si je puis dire, mais il ne peut pas toucher ce qu'on appelle le débit réservé. Voilà, pour faire court. Quelle est la différence entre le débit réservé et DOE? Ça m'intéresse quand même, parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des critiques sur le DOE de la part de certains usagers. Oui. Parce que dans certains politiques de soutien à l'étiage, on essaye de maintenir le DOE qui maintient quand même une certaine qualité au niveau du biotope, de la biodiversité. Mais il y a déjà des attaques sur le DOE, donc je voudrais des... Il y en a, j'ai l'impression, celui dont je vous parle, en tout cas, il est législatif, il est réglementaire, il est fixé dans les actes d'autorisation. Ce n'est pas tellement un débit qui se discute, si je puis dire, sauf si vous êtes véritablement dans les exceptions. À mon avis, c'est très variable, mais enfin, c'est quand même... Là, on est le seuil bas, hein, si vous voulez. Le débit réservé, c'est le seuil bas. Donc, ça ne peut pas être en dessous du DO, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment le seuil bas. Hein, c'est pour éviter que la nature ne soit mise à mal par des prélèvements qui ne seraient pas... Oui. Alors, oui. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, oui, je voudrais non pas compléter sur le plan technique, parce qu'effectivement, comme l'a dit comme le directeur général, je pense qu'il faut la notion de débit réservé, elle est fixée par le Code de l'environnement, et ça paraît être essentiel. Je vais vous illustrer un propos très récent, puisque j'étais en comité ressources en eau hier dans mon département, et la question, donc, vous savez, des 4 seuils qui amènent à gérer la ressource en eau dans les départements, seuil de vigilance, d'alerte, alerte renforcée et de crise, on s'aperçoit, et c'est surtout là où est l'enjeu, et c'est exactement le même propos sur le débit objectif d'étage, c'est tout dépend où on place la station de jaugeage. C'est-à-dire où on met le thermomètre, si je peux m'exprimer ainsi, dans le bassin versant. Et vous comprenez bien qu'avant qu'on déclenche l'alerte, quelquefois, les cours d'eau en tête de bassin sont déjà à sec. C'est-à-dire qu'on est déjà en très grosse tension. Mais moi, je voulais revenir sur les aspects gouvernance. Ça me paraît important, parce que c'est un sujet pour moi, ça me paraît, je dirais, donc, pour ne pas dire essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, l'organisation territoriale qui s'appuie sur les grands bassins hydrographiques, à l'échelon des outils de planification que sont les schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux, ont suivi une évolution depuis la loi de 92, entre autres, hein, et puis ont vu évoluer la composition même des comités de bassin. Donc je suis bien passé pour le savoir, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dedans, et j'ai vu comment ça avait évolué, et comment il y avait eu un rééquilibrage, qu'on le veuille ou non, des représentations. Après, la vraie question qu'on peut se poser, c'est effectivement l'équilibre entre les collèges, mais ça c'est un autre sujet. Par contre, ce sur quoi je me permets d'insister aussi, c'est de décliner ensuite, puisque vous avez parlé des EPAGE, vous avez parlé des EPTB, et vous avez parlé des SAGE, enfin des commissions locales de l'eau. Les commissions locales de l'eau, les SAGE, sont issues de la loi de 92. Malheureusement, on peut dire, enfin en Loire-Bretagne, on a la chance d'être un bassin très bien couvert en matière de commission locale de l'eau, de schéma d'aménagement de gestion des eaux, ce qui n'est pas forcément le cas à l'échelon du territoire national, parce qu'on voit qu'il y a un peu de trous dans la raquette.
Or, j'insiste, enfin moi, et avec, c'est ce que je disais lors du dernier comité national de l'eau du 5 janvier dernier à la ministre, qui s'est interrogée et qui nous interrogeait en disant mais je ne comprends pas que les commissions locales de l'eau n'arrivent pas à passer à l'action. Bah, je peux vous dire qu'ils sont dans l'action au quotidien et qui plus est, le gros avantage, c'est que là, on est au plus près du territoire avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table et avec une représentation à peu près équilibrée et qui fait que, je dirais, on arrive à co-construire une politique territoriale de l'eau à travers le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Là où j'ai fait une petite, non pas digression, mais un petit coup de griffe, parce que je n'ai pas pour habitude, pour ceux qui me connaissent, de ménager mes propos et de pratiquer la langue de bois, ce que j'ai répondu à la ministre, c'est que ce qui est quand même dommageable, c'est quand le premier représentant d'État, donc le préfet dans un département, saisit la commission locale de l'eau pour demander la modification d'un règlement du SAGE, enfin du schéma d'aménagement de gestion des eaux, pour permettre la destruction de zones humides et y implanter des méthaniseurs. Ça pose un problème sur la question et sur le rôle que peut avoir l'État en matière de cohérence, parce que pour moi, il y a le gouvernement, il y a une ligne politique qui est tracée, et elle doit être la même dans tous les territoires. Pourquoi celle-ci se déclinerait différemment suivant les territoires? Alors certes, il faut les adapter suivant les contraintes, etc., mais globalement, la ligne de conduite et la stratégie, elle est fixée. La feuille de route, en théorie, elle est fixée. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je vais insister là-dessus, on a véritablement besoin, me semble-t-il, le président du comité de bassin de Bretagne, il dirait la même chose que moi, on a vraiment besoin de, j'irais, renforcer le rôle des commissions locales de l'eau. Je pense que ça, c'est important parce qu'elles sont plus près des territoires et en prise directe avec les sujets de leur bassin versant. Puisque je reviens à cette logique implacable qui est la notion de bassin versant au plus près des territoires, au plus près des préoccupations et au plus près des contraintes des territoires. Parce qu'aujourd'hui, si on fixe le cadre à l'échelon du bassin, les DOE, c'est aussi ça. Le débit objectif d'étiage, c'est à des points nodaux dans le SDAGE, mais c'est simplement, entre guillemets, un indicateur, comme un autre. Nous, ce qui nous apparaît aujourd'hui, c'est la notion de débit réservé et de débit minimum biologique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que hier, par exemple, on s'aperçoit que dans les seuils qui ont été fixés dans un certain nombre d'arrêtés préfectoraux, je dirais, qui devaient mettre en place et encadrer l'encadrement des prélèvements et la gestion de la ressource en eau dans les territoires, on s'aperçoit que les seuils, dans certains cas, sont en dessous des débits minimums biologiques et en deçà des... Mais je pense que sur les DOE, il s'applique sur tous les cours d'eau qui bénéficient d'un soutien d'étiage, alors que le débit réservé, lui, c'est pas le cas. Il s'applique sur l'ensemble des cours d'eau, et c'est pour maintenir, effectivement, à un moment donné, suffisamment d'eau pour... C'est un élément de connaissance. Voilà. Bien. Message, si vous voulez faire juste à ce stade-là, si vous permettez, parce que l'heure tourne. Si on a des collègues sénatrices, sénateurs qui veulent poser des questions, on va faire une petite série de questions. Eric Gold ou Madame Blatrix. Madame Blatrix, allez. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à vous pour ces éléments. Peut-être avancer sur les questions qui vous ont été posées sur les effets des nouvelles pollutions aquatiques. Quelle en est votre analyse? Et un autre sujet, évidemment, qui... a fait l'objet de nombreux débats au Sénat, les impacts de la production hydroélectrique. C'est vrai qu'on a d'un côté les syndicats de rivières qui prônent de plus en plus un arasement des seuils pour retrouver une véritable continuité. Et d'un autre côté, vous avez les propriétaires de moulins qui évoquent le fait que leurs moulins permettent de créer une réserve d'eau. Donc voilà, je voudrais avoir votre analyse. Sur la petite hydroélectricité. Voilà, sur la petite on est sur la petite hydroélectricité. Petite hydroélectricité, bien entendu. Et voilà, et avoir votre analyse là-dessus. Et Eric... Je vais reprendre, Président, à peu près la même question que ma collègue. Il y a 10 ans, il y avait une étude qui indiquait que la disparition des poissons d'eau douce, c'était principalement dû à la pollution. Et pas forcément à cause du changement climatique. Aujourd'hui, en plus des pollutions, dont certaines se sont quand même estompées parce que l'eau est quand même traitée par les stations d'épuration, on voit que le manque d'eau et la hausse des températures des rivières impactent considérablement la biodiversité au sens large. Alors, moi, j'aimerais savoir votre vision, notamment sur les espèces invasives, parce qu'on se rend compte qu'il y a un changement complet dans les
types de poissons qu'on peut retrouver dans les rivières. On retrouve maintenant des espèces invasives quasiment en nombre supérieur que les espèces qui sont là depuis longtemps. Donc, votre vision là-dessus. Et puis, pour reprendre aussi ce que dit ma collègue sur la suppression des seuils, moi, j'aimerais vous entendre sur cette suppression des seuils, où on a finalement à peu près la même règle, que les seuils fassent 30 cm de haut, qu'ils en fassent 4 mètres de haut. J'aimerais savoir, en termes de continuité écologique, si on a exactement la même problématique quand on supprime un seuil qui fait 30 cm ou quand on supprime un seuil qui fait 4 mètres. Bien, allez-y. C'est essentiel que l'on aborde cette question de la continuité écologique parce que, très honnêtement, malgré nos meilleurs efforts les uns et les autres, depuis la LEMA, je crois qu'avec le Sénat, nous avons un peu de difficulté. Donc c'est essentiel qu'on en dise un mot. Et pourtant, on en a fait des auditions, je peux vous l'assurer. Au préalable, si vous me permettez, d'un mot, revenir sur votre question sur la gouvernance. On n'a pas dit un mot sur les PTGE. Je voulais vous dire, en particulier, c'était peut-être votre question. M. Kozik qui veut poser une question. Avant de vous écouter, c'était le sens de ma question. Il y avait, merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Dans vos propos introductifs, j'ai entendu deux choses. Le premier, c'est la création d'un ministère de l'eau dédié, qui me paraît plutôt pertinent. Mais sur la fin des propos du président Doron, j'entendais aussi le fait de pouvoir renforcer la gouvernance au niveau des clés. Et donc, avant que vous puissiez répondre sur la gouvernance, aujourd'hui, quel est le bon niveau de gouvernance de votre point de vue en matière d'eau, si on avait à se projeter dans les 5 à 10 ans à venir, votre point de vue, quelle est la bonne gouvernance de l'eau en France? Allez, Monsieur Breuiller, merci. Non, juste vous allez faire une réponse globale parce que. Voilà. Non, une question sur vos propositions en termes de lutte contre les pollutions. Je crois qu'on a eu 7 plans nitrates, par exemple. Et est-ce que pour vous, ça s'améliore et est-ce que vous avez des propositions sur ces sujets? Bon, la dimension plutôt qualitative. Allez-y. Alors, je reviens donc à cette question de la gouvernance pour vous dire, Président, Monsieur le rapporteur, combien nous sommes convaincus que l'outil PTGE est un bon outil, dès lors qu'il est mis en place de bonne foi, que la gouvernance est respectée, que les objectifs sont respectés, que le cahier des charges qui a été élaboré par les uns et les autres, signé par les uns et les autres, est correctement mis en œuvre, et que l'État joue bien la place qui doit être la sienne. Juste, je pense que globalement, tout le monde partage un peu vos intentions. On a juste une petite question, c'est le fait que, pour faire court, et je m'en excuse déjà auprès des collègues, on peut avoir des accords et des consensus qui sont trouvés à l'échelle du territoire, qui peuvent être remis en question au niveau national, ce qu'on a déjà vécu. Or, il faudrait que quand le consensus est trouvé au niveau du territoire, l'avis ou l'accompagnement du national se fasse au même niveau et qu'on n'ait pas non plus, dans le temps en plus, un peu différé. Voilà. Qu'en pensez-vous? J'allais vous dire que c'est dans les deux sens, les remises en cause. On a vu des concertations, je vous en donne une, comme ça je fais le lien avec la continuité écologique. On a vu d'excellentes concertations se faire pour établir ce que l'on appelle le potentiel de développement de l'hydroélectricité. On l'a fait par bassin. 5 années de travail. Par bassin versant. 5 années de travail. Nos fédés, l'État, les collectivités, les propriétaires des moulins, etc. 5 années de travail pour arriver à évaluer le potentiel de développement de manière contradictoire. Eh bien, malgré cela, un certain nombre d'associations sont venues voir le Sénat, sont allées voir l'Assemblée nationale et dire non, ce bilan, ce potentiel n'est pas bon, il faut le remettre en cause. On a des études, on a des chiffres qui sont différents. Donc, vous savez, ça se fait dans les deux sens. Ces histoires de jeux d'acteurs, c'est vrai que c'est épuisant, c'est le prix de la démocratie, mais j'entends, on a un certain nombre de cas là sur des retenues également où les acteurs ont établi tout un tas de protocoles. D'ailleurs, nos fédérations s'inscrivent quand elles estiment
que c'est utile, elles s'inscrivent dans ces protocoles locaux, notamment pour dire, voilà, il faudrait une agriculture peut-être plus agroécologique sur un certain nombre de territoires. Quand on arrive à négocier un débit réservé, j'y reviens, vous voyez, un débit réservé plus élevé que ne le dit la réglementation, nos fédérations sont tout à fait aptes à dire, OK, on y va. Alors après que le gouvernement vienne invalider, corriger, oui, je vois bien à quoi vous faites référence, mais je n'ai pas une position bien exprimée là-dessus. C'est un problème plus qui concerne le fonctionnement du Sénat, l'État, etc. Non, c'est pas que le fonctionnement du Sénat. Enfin, je voudrais pas être trop long parce qu'il y a d'autres réponses à apporter. Hein. Je voudrais dire un mot sur la continuité, parce que c'est quand même le point, à mon avis, sur lequel il faut qu'on se dise un certain nombre de choses, puisque le dossier est très ancien. Alors, je voudrais revenir à une chose bien simple. Et on démarre toujours nos propos comme ça, sur la continuité, les moulins, etc. On a une réglementation de la fin du 19e siècle qui nous dit, partout où vous installez un ouvrage, vous devez mettre une échelle à poisson. Voilà ce qu'elle dit pour faire court. C'est des anciens, 19e siècle, c'est très vieux. 1865. Vous avez cité, tout à l'heure, vous voyez, monsieur le rapporteur, vous avez cité la loi sur l'eau de 92. Vous avez signalé, la loi de 2006. Vous n'avez pas signalé la loi de 84 sur la pêche, votée pourtant à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et c'est elle qui consolide, qui consacre législativement la notion de débit réservé vitale pour le milieu naturel et la notion de continuité écologique vitale pour le peuplement piscicole. Ce n'est que la loi sur l'eau de 2006 qui a transféré ces articles vers la partie haut du Code de l'environnement. Je voulais vous le dire parce que cette loi est fondamentale. Alors sur la continuité, donc une disposition de la fin du 19e siècle, tout un tas de jeux d'acteurs, l'installation d'énormes barrages qui n'ont pas été dénoncés par nos structures, qui ont été accompagnés, puisque ces gros barrages faisaient partie de l'indépendance énergétique, faisaient partie de l'intérêt général, de la production d'hydroélectricité, d'activités économiques. On n'a pas eu de difficulté avec ces gros barrages. On s'est chamaillé sur un certain nombre d'entre eux, mais toujours, nous avons su rester à la table de négociation, de discussion pour établir le fonctionnement des débits réservés, le fonctionnement des échelles à poissons, proposer des solutions de suivi. On a toujours travaillé en étroite collaboration, que ce soit avec EDF, la CNR, etc. Sur les petits ouvrages, là, ce que nous constatons, c'est tout simplement qu'on a entre 100 et 150 000 ouvrages de toute nature qui barrent la continuité écologique. Je voudrais casser ici un mythe. Les poissons ne peuvent pas sauter des mètres et des mètres. Ça n'existe pas. Alors, ça existe à la télé, dans des films, dans des dessins animés, mais je voulais vous le dire, mesdames et messieurs les sénateurs, ça n'existe pas. Ça, on peut vous emmener où vous voulez. On les recherchera ensemble, on n'en trouvera pas. Ça n'existe pas. C'est des images d'Épinal, mais ce n'est pas possible. Donc, toutes les interventions que l'on entend, nous, dans le cadre de commission, le vote solennel, etc., et qui laisse imaginer que le saumon peut sauter plusieurs mètres, ce n'est pas possible. Ça, il faut casser ça. Ça, il faut vraiment que ça s'arrête parce qu'on l'entend depuis très longtemps. Je peux vous dire que c'est une négation de nos missions, de nos statuts et du travail au quotidien de chacun d'entre nous. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, sur les moulins, les rapporteurs au Sénat et à l'Assemblée ont fait un travail remarquable en 2006. Ils ont trouvé des compromis satisfaisants pour tout le monde. Très bons, très très bons à l'époque. Malheureusement, on a lancé ce qu'on appelle le PARS, le plan de restauration de la continuité écologique. En grande pompe, tout le monde l'a accompagné, les uns et les autres, nous l'avons accompagné. Tout se passait bien. À partir de 2012, ça a commencé à tourner dans l'autre sens. On ne sait pas trop exactement pourquoi, enfin on a quelques idées. Il y a une velléité à remettre en cause de manière substantielle la continuité écologique pour permettre aux moulins d'exister, personne ne les remettait en question, dès lors qu'ils respectaient la loi, bien entendu. La continuité écologique, le débit réservé, etc. Mais sinon, rien d'autre. Rien d'autre. Et pour autant, depuis 2006 à aujourd'hui, le Sénat, à chacune des grandes lois de l'écologie, il y a des amendements sur les moulins, sur la continuité écologique. À tel point que on a inventé... Pardon ? Oui. Non. Je ne parle que... Voilà. Oui. On les a tous suivis, c'était passionnant.
avec quelques erreurs comme je l'ai relevé tout à l'heure. Mais nous pensons très humblement que le Parlement est parti trop loin dans les droits qu'il a accordés aux propriétaires de moulins en matière de continuité écologique, puisque, au gré d'une loi, ils ont tout simplement été considérés comme ne devant pas respecter la continuité écologique. Vous imaginez qu'un ouvrage d'AEP doit respecter la continuité et un moulin non. Voilà ce qu'a voté le Parlement. Le Conseil d'État, très récemment, a dit « ça ne me paraît pas tout à fait conventionnel ». Ça ne me paraît pas tout à fait conventionnel. Arrive la loi ENR, énergie renouvelable. On a là aussi vu tout un tas d'amendements sur les moulins, etc. Et finalement, au gré de la CMP, etc., le Parlement a décidé d'effacer, d'abroger l'article 214-18.1 qui accordait des droits substantiels et exorbitants aux moulins. Et je pense que là, on revient à une situation qui s'apaise un peu avec la disparition de cet ovni juridique, j'allais dire, puisqu'il était qualifié d'inconventionnel par le Conseil d'État. Alors, pour vous dire 2-3 petites choses quand même importantes sur la continuité et les moulins. Oui, ça va être un point important. Personne ne revendique la disparition des moulins. Nous avons tous des enfants, nous avons tous une histoire, nous avons tous, ils font partie clairement de notre patrimoine. Ce qui est demandé... Il y a eu quand même des excès, il faut le dire, de la part de l'administration, dans certains départements où il y avait une volonté quand même de détruire un certain nombre de seuils de moulins. Il ne faut pas l'ignorer non plus. Il y a eu des excès de l'administration. Et de ces excès sont nés aussi ces problèmes. Alors, Président, qui ont été... Madame L'agence de l'eau, les agences de l'eau ont aidé, si vous voulez, les propriétaires de moulins à détruire leur seuil. On aurait pu concevoir que l'agence de l'eau aide certains propriétaires de moulins à faire les travaux pour la continuité écologique. On aurait pu le voir dans notre sens. Je vais vous apporter un témoignage, madame, pour remettre un peu, comme on dit chez moi, le clocher au centre du village. Je vais remettre le moulin au centre du village. Vous voyez, je suis très direct. Hein. Oui. Mais nous aussi, il se trouve que je travaille en architecture. Donc si moi, je ne suis pas convaincu de la préservation du patrimoine, qui saurait l'être? Par contre, la préservation du patrimoine n'emporte pas, effectivement, une distorsion de traitement entre citoyens, notamment sur la question de la gestion de la ressource en eau, la préservation de la biodiversité et de l'environnement, par rapport au respect du droit et au respect des obligations attachées. Sur ce point, on a, et quand vous dites l'agence de l'eau, moi je vous ai apporté un témoignage pour avoir travaillé pendant, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on y travaille. Je ne vais même pas vous évoquer les différents classements, les ouvrages prioritaires, parce qu'il y a des ouvrages même prioritaires qui ont été définis, et on n'a pas été fichu de les mettre aux normes. Je pense que dans 2 siècles, on y sera encore, pour faire simple. Et c'est un élu de terrain qui vous parle, madame. C'est pour vous dire que ça devient, je pense, un peu insupportable quand on rentre dans la désinformation, mais pas vous, hein, mais sur nos territoires, parce qu'on a essayé, nous les premiers à l'époque, on a associé les propriétaires de moulins dans les commissions locales de l'eau pour les faire participer. La seule revendication qu'ils ont eue, c'est d'échapper au droit, au motif qu'ils pourraient produire de l'électricité, au motif qu'ils peuvent avoir un magnifique plan d'eau devant chez eux, même s'ils montent à 40 degrés, que 70% de la masse d'eau s'évapore et que les poissons crèvent dedans. La réalité, elle est là dans nos territoires. Moi, je viens du Perche, en plus, où il y a un paquet de résidences secondaires. Monsieur le Premier vice-président, je pense qu'il y a eu des heures et des heures de débat sur le sujet. Oui. Vous nous referez connaître quelques arguments. Tout à fait, on vous en verra, parce qu'il y a une charte, un gentleman agreement. Dans les quelques minutes qui nous restent. S'il vous plaît. Oui. Oui, mais il y avait eu un amendement de conciliation qui avait été trouvé à un moment donné qui permettait de... Tout à fait. Voilà, qui était assez pertinent. Mais juste pour voir peut-être sur les sujets les plus prégnants. Oui, je voudrais répondre à ces messieurs, dames. Sur la question donc, des poissons d'eau douce, il y a 10 ans, la pollution et puis les espèces invasives. Si on est là aujourd'hui, si j'ai encore mobilisé, nous sommes encore mobilisés et qu'on mobilise notre réseau, c'est pour justement maintenir la biodiversité dans nos cours d'eau. C'est-à-dire que les espèces autochtones endémiques soient encore présentes dans nos cours d'eau, aussi bien à travers l'impact que pourraient avoir les espèces invasives, voire leur développement, mais surtout de faire que leur cycle, parce que le poisson, il a un cycle
et qu'il soit migrateur ou pas, dans le cours d'eau. Et il va de l'aval vers l'amont et vice-versa. Donc il a besoin, et c'est là où toute la notion de continuité écologique prend son sens, parce qu'un poisson, suivant son stade de développement, n'a même pas les mêmes capacités de développement, etc. Donc ça, c'est le premier point. Je fais très vite, hein, excusez-moi. Sur la petite hydroélectricité, on l'a vu, on l'a rappelé. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre, quand on parle d'ouvrage, il ne faut pas confondre le volume d'eau mobilisable et le débit. Parce que quand un moulin il est baissé et qu'il n'y a plus d'eau dans le bief, c'est le débit entrant du cours d'eau qui fait potentiellement le productible. Sauf que quand vous avez un filet d'eau comme ça, parce que je vous rappelle quand même que la force hydraulique a été abandonnée par les moulins entre 1820 et 1830. Rapport historique à l'appui. Donc c'est pour montrer, recontextualiser ça. À une époque, on n'était pas dans la baisse du débit des cours d'eau, dans un dérèglement climatique, etc. Voilà. Alors maintenant, on va passer effectivement aux propositions. Donc je vais vous redonner la parole un peu à Amine, puis moi j'en rajouterai. En 2 minutes, si vous voulez. Voilà. 3 minutes. On va tenir le temps. Voilà, on vous a parlé du ministère de l'eau. Pour nous, c'est vraiment une proposition forte que l'on soutient. Le deuxième point sur lequel on voulait vous sensibiliser, c'est cette notion de débit qui, à notre sens, mérite une réflexion de nature législative, parce que le débit réservé du 1/10 aujourd'hui et toutes les exceptions que cet article 214-17 organise sont, pour certaines en tout cas, plus adaptées à la réalité que nous vivons, c'est-à-dire un état de sécheresse permanent, hein, pour faire court. Voilà. Sur l'aspect financier, il va y avoir la réforme des redevances, mais quand même, la politique de l'eau a très lourdement souffert de tout un tas de mécanismes qui sont venus gréver ces finances publiques, les finances des agences de l'eau. Je pense notamment à ce qu'on appelait à une époque le prélèvement exceptionnel, mais ça est fini. Mais maintenant, on a le plafond mordant. Voilà, ce sont autant de dispositifs que nous, on décrit parce qu'ils viennent véritablement emboliser les moyens. Voilà, exactement, de neutraliser les moyens des agences de l'eau. Le sujet est largement mis sur la table. Très bien. Très bien, bravo. Ouais. Il y avait les deux, effectivement. Sur le volet juridique, je suis au conseil d'administration de l'OFB. Moi, je constate que l'OFB, malgré toutes les promesses qui sont là, on déplore encore un problème de moyens humains sur le terrain. Voilà, je crois qu'on est quand même un certain nombre à dire qu'on a besoin de gens sur le terrain. Et je ne vous ferai pas le couplet sur la police de la pêche parce qu'il me faudrait bien un petit quart d'heure encore. Un couplet sur la politique de l'eau, c'est un quart d'heure supplémentaire et on n'a pas le temps. Donc je passe très vite. On a besoin... Ok. On a eu un vrai sujet lors du dernier conseil d'administration de l'Office français de biodiversité sur la baisse, je dirais, drastique de la police de l'eau et de l'environnement d'une manière générale, alors que c'est une police prioritaire, me semble-t-il, utilisée dans son contexte. Voilà. Sur le volet juridique, en 2 mots, sur le volet juridique, la politique de ces 20 dernières années a consisté à faire en gros une espèce de GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour, là aussi, baisser les moyens de certaines administrations. Ça nous paraît totalement... il y a 20 ans, on appelait à la DDE, on avait forcément des gens en lien avec l'eau, on ne les a plus. Ce sont des experts qui sont partis, c'est quand même un vrai manque. Et sur ce qu'on appelle les IOTA, la nomenclature IOTA, on est passé d'un système où finalement il y avait beaucoup de choses qui relevaient de l'autorisation et qui dorénavant relèvent de ce qu'on appelle la déclaration. C'est quand même, si on prend un petit peu de hauteur maintenant, un petit peu de recul maintenant, et avec les connaissances que nous avons de l'état de sécheresse permanent, il nous semble que c'est quand même pas la meilleure manière de gérer la politique de l'eau en disant à l'autre « fais tes travaux, on vérifiera après si c'est bien fait ou pas ». Voilà, pour nous, le système d'autorisation sur un certain nombre de lignes doit être préféré. Merci. Pour vos contributions. Le moyen du questionnaire, tout ce que vous n'avez pas pu dire, vous auriez aimé rajouter, hein, n'hésitez pas à nous faire une contribution complète. Et merci ça passe trop vite, hélas, mais néanmoins, on apprécie d'avoir été invité et à échanger avec vous-même, mesdames et messieurs. Sachez que on ne se tarit pas, à contrario de l'eau dans nos cours d'eau actuellement. Mais voilà. Et les moyens se sont taris aussi, que ce soit financiers et de police. Et là, il y a urgence. Il y a un peu de feu à la maison. Merci encore. Nos travaux durent jusqu'à juillet. Vous pouvez nous apporter des éléments jusqu'à mi-juin. Mi-juin, oui. Bon, oui.
Merci Ouais, beaucoup. parce que- Voilà. Les documents. Bon.